J'aimerais que tu m'expliques un peu quels sont ces trois piliers qu'on retrouve généralement dans chaque marque. Penses-tu qu'il y aurait autant de femmes dans le cyclisme sans l'influence de Rafa à son époque? J'ai l'impression que le marché est devenu très compétitif et très mature. Du coup, les marques, par instinct de survie, voient Nama que cela ne suffit plus. Il y en a une que tu as proposée, je suis d'accord. Bianchi, c'est du marketing. Je ne sais pas comment ils vont gérer la concurrence venant de Chine. Je me demande quelle valeur ajoutée ces marques peuvent offrir. Tous les cyclistes supposent savoir comment on conçoit un vélo, mais peu le savent réellement. Non pas sa peinture ou son assemblage, mais comment naît réellement un vélo. Quand débute et finit ce processus, qui choisit son apparence et pourquoi finit-il ainsi? Parce qu'entre nous, soyons des ingénieurs honnêtes, quand une marque présente un nouveau modèle, on regarde tous la forme du cadre, le poids, la couleur. Pourtant, derrière ce vélo se cache un long processus invisible, fait de choix, de renoncements, d'ego, de compromis techniques, de politiques internes et surtout d'ingénierie jamais mise en avant. Aujourd'hui, on va ouvrir cette boîte noire et révéler ce que les communiqués ou présentations des marques testent habituellement. Quand tu vois un vélo tout juste lancé, sais-tu que son successeur est sûrement déjà en préparation. Un projet peut durer 12, 24 mois ou plus selon qui dirige la marque, ce qui devient alors intéressant. Toutes les bicyclettes ne naissent donc pas de la même manière. Certaines sont dirigées par un département commercial qui pense au marché. D'autres sont poussées par un ingénieur qui veut résoudre un problème dont tu ne savais peut-être même pas l'existence. Et d'autres naissent parce que le marketing a besoin d'histoire forte à vendre. Et que se passe-t-il lorsque c'est le marketing qui mène la bataille, ou lorsque c'est l'ingénierie qui commande, ou lorsque tout dépend du service commercial? Quel type de vélo sort de chaque scénario? Quels sont les risques de chaque approche? Quelle marque du secteur agit ainsi? Aujourd'hui, nous allons classer les marques, non pour les juger, mais pour comprendre leur acide désoxyribonucléique, parce que leurs vélos sont comme ils sont. Ils se ressentent comme ils se ressentent, grâce ou malgré les décisions techniques, politiques ou commerciales qui se cachent derrière, car aucune décision n'est innocente. Chaque vélo en montagne, sur route ou piste, résulte d'une chaîne de priorités. Aujourd'hui, dans ce premier épisode de Dibatio, nous allons te les expliquer. Après cet épisode, tu ne verras plus jamais un vélo comme avant. Pour discuter des insights de l'industrie, rien de mieux qu'un ingénieur vélo ayant travaillé chez plusieurs grandes marques récemment. Anton Ceanadal, bienvenue sur Dibatio. Bonjour Daniel Rass. Bonjour, comment vas-tu? Merci beaucoup de m'avoir invité. Eh bien, merci à toi d'être ici avec nous. Et j'ai vraiment envie de m'attaquer à ce contenu qui, je pense, sera très intéressant pour tous ceux qui l'écouteront, que ce soit sur Spotify ou sur YouTube. Et avant tout, j'aimerais souligner à quel point il est difficile d'avoir accès à un ingénieur du monde du vélo comme Anton. Parce que, eh bien, Anton, jusqu'à très récemment, a travaillé dans le secteur pendant de nombreuses années, comme je vous l'ai dit, dans des marques de pointe. Maintenant, il est déjà dans un autre secteur, il se consacre à d'autres choses. Et c'est précisément cela qui nous donne la possibilité de l'avoir avec nous de manière totalement libre de tout corporatisme. Avec son opinion personnelle sur de nombreux aspects du secteur, et comme je vous le dis, ce n'est pas si courant, car j'ai accès et je suis en contact avec de nombreux ingénieurs, mais la plupart dépendent ou travaillent pour des marques. Et par conséquent, ils les gardent en coulisses ou, s'ils les montrent, c'est seulement de temps en temps. Le message d'entreprise est très marqué et ils ne peuvent pas vraiment s'en éloigner. Aujourd'hui, nous avons un homme libre parmi nous. Eh bien oui, je suis ravi d'être ici. J'espère pouvoir apporter des connaissances, des anecdotes ou tout ce qui viendra. Mais surtout, c'est pour que les gens utilisent ces informations, que cela leur serve à mieux profiter sur le vélo. Parce qu'au final, c'est ça qui compte. Et c'est pour ça que nous sommes ici, en fonction des objectifs de chacun. Super, écoute, si tu veux, on commence par une première section qui sera sûrement comme une interview. Un peu comme des questions rapides sur des choses que, moi au moins, je me suis souvent posées, et ce n'est pas toujours le cas. Est-ce que ces informations sont accessibles au consommateur final? Allez, on va commencer par, quand un vélo arrive sur le marché, où en est le suivant? Celui qui va déjà le remplacer dans le futur? Alors, ça dépend. Je te préviens déjà que beaucoup des questions que tu pourras me poser auront toujours pour réponse. Ça dépend? Je vais essayer d'expliquer. Voyons. Normalement, la logique veut qu'on attende quelques mois pour voir comment la proposition est reçue.
Et aujourd'hui, avec un marché aussi compétitif et dynamique, où de nouveaux produits et de nouvelles technologies apparaissent constamment, il est difficile d'imaginer qu'une marque garde quelque chose sous le coude pour une prochaine génération. Donc la question est, ça dépend, parce qu'il y a beaucoup de marques et de projets. Mais je suppose que la tendance est d'attendre quelques mois, voir comment réagit le marché, voir comment arrivent de nouvelles technologies, de nouveaux composants, de nouvelles dynamiques, puis recommencer. Mais est-ce qu'il peut arriver qu'une marque lance aujourd'hui un nouveau modèle et qu'hier déjà un ingénieur faisait un croquis? Même si c'est juste pour s'entraîner. Oui, c'est possible, oui. D'accord. Combien de temps faut-il vraiment pour développer un vélo? Depuis zéro. Voyons, depuis 000, bien sûr, voyons. Très souvent, c'est comme, voyons, s'il y a quelqu'un qui était programmeur et qui nous écoute, toi, normalement, tu pars déjà, disons, de certains modèles. Si tu veux, les grandes marques ont souvent déjà des modèles de géométrie, des modèles de cinématique qu'elles modifient ensuite. Ou parfois, si tu commences un vélo à partir de zéro, tu reprends quand même certaines choses de l'ancien et ça accélère toujours le produit, le projet. Pardon, donc si tu veux aller très vite, tu pourrais dire que, regarde, 6 mois pour développer les 3D et les vélos, tu le passes à l'usine si l'usine a une bonne disponibilité. En 3 mois, tu obtiens un prototype roulant à tester, puis la production démarre. C'est-à-dire, on parle de 9 mois, 12, ça c'est allé très vite, et puis, ça devrait aussi être pour un vélo qui n'a aucune innovation que tu puisses apporter. C'est entre guillemets, copier, modifier et coller l'ancien modèle. Si tu vas très vite, bien sûr, beaucoup de processus passent par des phases de prototypage, ce qui ralentit le projet, mais si tu vas très vite pour te donner une réponse, 12 mois, normalement c'est 24. D'accord. Je comprends qu'il faut chercher un équilibre entre aller suffisamment vite. Tu disais sur celle-ci. Ne pas trop s'embrouiller dans les idées qu'on a en tant qu'ingénieur, mais être efficace. Et d'un autre côté, garder les coûts sous contrôle, parce que j'imagine aussi que plus il y a de moules, plus les coûts augmentent. Cependant, il ne faut pas aller trop vite et négliger certaines étapes, sinon le produit ne correspond pas aux attentes à cause de la précipitation. Alors, encore une fois, la question c'est combien de temps il faut pour fabriquer un vélo. Ça dépend, et ça dépend énormément du vélo, du projet, de l'approche. C'est-à-dire, il y a des marques qui conçoivent tout en interne jusqu'au dernier cache et à la dernière vis qui leur appartiennent, et il y a d'autres marques qui développent moins et qui s'appuient davantage sur le fabricant. Ça dépend beaucoup. Ça a été une réponse générique entre 12 et 24 mois, 12 étant très rapide, 24 plus standard. Et il y a des projets qui prennent parfois plus de temps. En résumé, il s'agit surtout de compter davantage sur le fabricant asiatique, les moules ouverts, etc. Je pense qu'on en parlera beaucoup, donc passons à une autre question. Toutes les marques suivent-elles les mêmes étapes ou chacune a-t-elle sa méthode? Voyons voir. Les étapes standards pour développer un vélo ne sont pas très différentes de celles pour développer n'importe quel bien de consommation. Il y a un briefing, une phase d'idéation pour résoudre les problèmes de ce vélo. Ensuite, il y a le développement, puis la préparation à la fabrication, les tests et la production de masse. Ce sont un peu les étapes standards de tout développement de produit. La question est de savoir si toutes les marques suivent les mêmes étapes. Non, parce que, comme je le disais tout à l'heure, il y a des marques qui vont chez le fournisseur de l'usine avec un croquis presque artistique, peu technique, et qui disent « Regarde, je veux ça ». Que le vélo ait ce look, avec cet objectif de poids, avec cet objectif de rigidité, et le développement est fait par l'usine. Il y a d'autres marques qui, comme je l'ai dit, développent jusqu'à la dernière vis. Évidemment, la marque a été plus impliquée dans ces projets qu'elle a davantage conçus et qui dépendaient en T plus d'elle. Par conséquent, celui qui s'appuie davantage sur le fabricant, celui-là, entre guillemets, a moins de mérite, parce que la marque a fait moins. Et deux,
Il est difficile qu'il fasse un produit qui soit aussi avancé théoriquement que celui de la marque, qui lui a tout développé depuis chez lui. Oui, tu vois, même s'il y a des fabricants qui s'y connaissent vraiment en vélo, au final, c'est aussi une question d'incitation. C'est-à-dire, l'incitation d'une marque est purement protéger son produit, l'améliorer au maximum et y imprimer son acide désoxyribonucléique. L'incitation d'une usine est de fabriquer le plus de vélos possible. Vendre, vendre, vendre. Oui, l'objectif d'une marque est aussi de vendre des vélos, mais elle aura toujours plus d'intérêt pour la qualité de ce qu'elle vend. Ce que je dis est très général, mais en regardant les incitations, si cela a plus de valeur qu'une marque, elle en concevra 100. Bien sûr, cette marque doit avoir la capacité de s'assurer que ce qu'elle a conçu est fabriqué exactement comme il se doit. Et quand on voit certains modèles où le nouveau sort et que les gens disent ça, le coude appuyé sur le comptoir du bar. Ah, mais c'est comme l'ancienne, ils n'ont rien changé parce qu'elles se ressemblent beaucoup entre elles. Est-ce vraiment comme ça à l'intérieur, ou y a-t-il une grande réingénierie qu'on ne perçoit pas? Alors, il y a 3 types d'innovation. L'innovation incrémentale, la disruptive et la radicale dans le secteur du vélo. Et en plus, en élargissant un peu la carte du secteur du vélo et en pensant au développement ou aux produits en général dans le vélo. Normalement, les innovations sont incrémentales, améliorant l'existant, mais parfois elles sont aussi disruptives. Des innovations radicales dans le secteur du vélo, ça n'existe pas, à moins que, je ne sais pas, qu'on invente des vélos avec des roues carrées. Tu vois ce que je veux dire? Alors, si ça ressemble à ce qu'il y avait avant, eh bien, écoute, c'est déjà un vrai mérite de prendre un produit très mature et très raffiné et de l'améliorer à chaque fois en l'optimisant. Tu vas me faire un meilleur produit? Ça doit l'être, et normalement, c'est une meilleure expérience pour le cycliste. Alors, Oui, parfois les gens accordent plus de mérite à quelque chose qui esthétiquement semble différent, parce qu'on dirait que quelqu'un s'est creusé davantage la tête que d'autres, à quelque chose de très similaire à avant, alors qu'en réalité, cela a sans doute causé plus de soucis aux ingénieurs. Ça semble pareil, mais c'est mieux car très abouti. ici, je vais être un peu corporatiste. Et à la personne qui est au comptoir du bar en train de dire ça, je lui dirais, c'est très bien. Et en plus, ces améliorations progressives, regarde les vélos d'il y a 15 ans et regarde-les maintenant. Avec quel vélo tu t'amuses le plus? Et cela, c'est aussi grâce à des améliorations progressives ensuite. Je ne vais pas m'étendre là-dessus parce que c'est un sujet sur lequel on pourrait partir et faire tout un podcast rien que là-dessus. Mais la conception d'un vélo compte aussi. C'est une danse à plusieurs acteurs. Très souvent, l'ingénieur est responsable du cadre, mais il y a les roues, les transmissions, les suspensions, il y a toutes sortes de composants que l'ingénieur intègre et qui évoluent aussi. Il y a des fois où tu as déjà une plateforme qui fonctionne très bien, il suffit simplement de la mettre à jour pour s'adapter à ces nouveaux changements. Donc oui, c'est une amélioration incrémentale, une innovation incrémentale qui a beaucoup de valeur et qui, eh bien, comme je te le disais, avec le recul, sur les 15 dernières années, avec quel vélo as-tu eu une meilleure expérience qu'ici? J'avoue être un peu corporatiste. Mais tu as raison, je veux dire, surtout en vélo tout-terrain par exemple, tu ne pourrais pas y aller avec un, tu pourrais y aller avec un vélo. Il y a 15 ans, mais faire les choses qu'on fait aujourd'hui. Par exemple, en cross-country moderne, avec des roues de 26 pouces pour dire quelque chose, ça semble que ce serait un peu compliqué. Dis-moi, Anton, avec la mode des prototypes et des roues de 32 pouces, combien de prototypes un vélo peut-il avoir avant d'être commercialisé? Eh bien, un vélo qui se développe en 9 mois, zéro prototype. Parce que le prototype, non, sans plaisanter, le prototype. Avant que tu me demandes pour les délais de développement, ça les rallonge beaucoup. Et puis, il y a beaucoup de types de prototypes. Il y a des prototypes fonctionnels où, je ne sais pas, tu fabriques le vélo à base de morceaux pour tester la cinématique. Il y a des prototypes qui sont une impression 3D du cadre entier que tu fais pour valider l'esthétique et les volumes, et pour faire des tests d'assemblage. Que toutes les mesures s'assemblent bien
et que rien ne se heurte, qu'aucune pièce ne touche une autre, je ne sais pas. Si tu développes un couvercle en plastique, tu fais peut-être juste un prototype de la zone où se trouve ce couvercle en plastique précis, que ce soit pour ces ouvertures qu'il y a dans le tube diagonal, ou un couvercle de batterie sur un vélo électrique, ou un couvercle de moteur, ou les couvercles qu'on met maintenant pour les écrans des vélos. Je ne sais pas. Est-il plus difficile de développer un vélo aujourd'hui qu'il y a 10-15 ans? C'est différent, c'est très différent. Aujourd'hui, il y a 15 ans, je n'étais pas non plus dans l'industrie. Mais, hein? Non, c'est que c'est différent. J'imagine qu'il y a 15 ans, tu n'avais pas autant de liberté qu'aujourd'hui et les choses étaient plus classiques, plus standards. Et il y a 15 ans, sûrement tu n'aurais pas eu les outils 3D qu'on a aujourd'hui, de conception 3D ou même des outils de simulation. Très souvent, les gens se demandent comment est-ce possible d'améliorer le poids et la rigidité. Eh bien, parce qu'il y a aussi des outils de simulation structurelle qui auparavant étaient réservés à l'industrie aérospatiale. Défense. 20 industries va au-delà de l'industrie du vélo. Ces outils, d'abord spécialisés, deviennent peu à peu commerciaux grâce aux industries. Et on finit par disposer d'une solution qui, il y a quelques années, était, pour qu'on se comprenne, réservée à la National Aeronautics and Space Administration, tu vois. Oui, inaccessible, oui. Inaccessibles, elles rejoignent l'industrie la plus commerciale et deviennent utilisables. Il y a 15 ans, c'était tout aussi difficile, simplement différent. La difficulté restait la même, seuls les ingrédients changeaient. Oui, il se peut qu'aujourd'hui tu aies de meilleurs outils, plus avancés, mais tu veux aussi aller plus loin parce qu'il y a aussi les matériaux. Les outils eux-mêmes te permettent de créer des choses technologiquement plus avancées, plus légères, plus rigides, avec plus de formes, plus difficiles. Et il me vient un exemple à l'esprit, par exemple, SRAM, il y a 15 ans, c'était une entreprise mécanique. En 2025 et avant, c'est une entreprise électromécanique. Bien sûr, Elle aura de meilleurs outils, mais la complexité a aussi augmenté. exacto, c'est différent. C'est différent? Super bon exemple. Et pour faire le lien avec cette question d'indépendance par rapport aux ingénieurs pour pouvoir développer et tout ça, j'aimerais que tu m'expliques un peu quels sont ces trois piliers qu'il y a généralement dans chaque marque, et selon le type d'entreprise, l'un a plus de poids que l'autre. Pour finir par orienter les vélos vers un design, une fonctionnalité ou autre chose. C'est-à-dire, je parle des trois domaines mythiques du marketing. Le produit, qui serait l'ingénierie, puis il y aurait les ventes, et cette figure centrale qui peut basculer d'un côté ou de l'autre. Du chef de produit, je ne sais pas si je dois dire qu'il est au-dessus des ingénieurs ou que c'est lui qui contrôle ou donne les directives aux ingénieurs. Ça, tu vas nous l'expliquer, mais comment est cet équilibre? En plus, une fois que tu nous auras expliqué, je pense que ça va nous donner une piste pour ensuite pouvoir, entre guillemets, classer les marques selon que dans une marque, c'est la force de vente, le marketing ou l'ingénierie qui a le plus de poids. Oui, alors, ce n'est pas scientifique, mais bon, en discutant avec toi de ce dont on a parlé pendant tout ce temps, il y a un cadre mental qui aide beaucoup à comprendre les types de marques qui existent et ensuite à comprendre à partir de quand on dit non. Cette marque imprime de l'acide désoxyribonucléique sur ses vélos d'une manière ou d'une autre, comprendre comment l'acide désoxyribonucléique des personnes arrive jusqu'à un vélo. Et je m'étale, j'en viens au fait. Je pense qu'en général, et plus une marque est grande, moins on peut le voir. Mais en général, les marques SILA sont dirigées par trois départements. Il y a un département qui mène la danse et qui a plus de pouvoir que les autres. Que ce soit. Il y a des marques où la partie chef de produit commercial est celle qui commande. Il y a des marques où ce sont les ingénieurs qui dirigent. Et il y a des marques où c'est le marketing, ou si tu ne veux pas dire marketing. L'idée générale du modèle économique, c'est qui commande, donc selon qui dirige une entreprise ou une autre. Cela imprimera l'acide désoxyribonucléique dans les vélos d'une manière ou d'une autre. Et cela fera aussi qu'il y a des fois où un utilisateur dit « Je ne sais pas pourquoi, qu'est-ce que j'en sais ?» Je suis très Cannondale ou très Specialized, très Scott ou peu importe.
car disons cet acide désoxyribonucléique du leadership de la marque, il s'imprime d'une certaine manière dans les produits, ce qui fait que les utilisateurs, selon qui ils sont, ont plus d'affinité pour l'une ou l'autre. Ce n'est pas scientifique, mais ce cadre aide à s'orienter. Pour comprendre le type d'entreprise qui existe, le type de produit et avoir un peu plus d'informations. J'ai fait un discours très abstrait, mais bon, j'espère. Je pense que ça pose des bases, à préciser plus tard bien sûr. Dis-moi si ça te va. On peut commencer à sortir des marques et les gens vont pouvoir mettre un visage sur ce dont on parle. Je pense qu'une façon de commencer serait peut-être par celle où le département des ventes a le plus de poids. Et il me vient à l'esprit, je ne sais pas si tu seras d'accord avec moi, parce qu'ici même il se peut qu'on n'ait pas la même opinion. Parce que parfois, la perception extérieure des marques est très différente de ce qui se passe réellement à l'intérieur, n'est-ce pas? Mais bon, je vais te montrer certaines petites choses que j'ai préparées par ici. Par exemple, il y a plusieurs marques en Espagne, je t'en montre une. Il s'agit de Colware. Pour moi, il est clair que cela a à voir avec un modèle, avec le fait qu'une figure comme celle des ventes a beaucoup plus de poids. Je ne sais pas ce que j'ai fait, je suis sorti du site, mais me revoilà. Pourquoi est-ce que je dis ça? Parce qu'il est sans doute facile de voir que dans ce type de marque, je vais donner d'autres exemples. Eh bien, on parle presque toujours de modèles qui sont open mold. Je ne sais pas si Anton peut nous expliquer, pour que tout le monde comprenne, ce qu'est un open mold. Ce qu'est un moule ouvert. Oui, un moule ouvert, c'est quand tu ne développes pas un moule. Les fabricants ont souvent leur propre catalogue de vélos et l'achètent. Et n'importe quelle marque peut aller l'acheter. Donc, le moule, alors, moule ouvert, ça veut dire que le moule du vélo est ouvert pour que n'importe quelle marque puisse aller l'acheter. Ils mettent leur marque, leur peinture, leurs spécifications et le vendent. Et il y a des cas comme ça aussi. On ne voit plus autant de marques qui avaient exactement le même cadre, simplement avec une peinture et un logo. Ça, on ne le voit plus autant. Mais ça arrivait souvent avant. Oui, en fait, j'ai d'abord donné l'exemple de celle de Colware, dans le cas de celle de montagne. Parce que bon, si tu connais un peu les modèles de vélo tout-terrain, ce modèle en particulier te rappellera celui d'une autre marque très importante. Dans sa version précédente, génération précédente. À ma connaissance, ce que faisaient les fabricants, c'était de conclure des accords avec les marques de vélos. Selon la quantité que tu achètes, je peux t'assurer plus ou moins d'exclusivité. Si tu n'atteins pas un minimum d'unités, par exemple, j'invente, si tu ne m'achètes pas 1000 unités jusqu'à 1000 unités, je peux vendre ton tableau à n'importe qui dans le monde, y compris à ton voisin du même village. Du coup, il se passait ce que tu dis. Deux marques du même pays, avec exactement le même tableau, changeaient simplement les logos. Je donne des exemples abstraits. Si tu atteins 2000 unités, tu auras l'exclusivité dans ton pays. Ainsi, en tant que fabricant, je ne produirai pour personne d'autre en Espagne. Donc c'est là que se produit la situation où des marques avaient le même modèle en Espagne et en Italie, avec un logo différent. Et si tu atteins 5000 unités, je vais te donner l'exclusivité en Europe. Et donc la marque espagnole avait le même cadre que celle d'Indonésie. Si tu atteins 10 000, tu as l'exclusivité totale de ce centre commercial ouvert, je ne le vendrai à personne d'autre. Et tu faisais semblant? Atteindre ces montants te donnait la capacité d'investir en tant que marque et te permettait de posséder ce panneau, car il était unique. Mais en réalité, c'était un centre commercial ouvert. Oui, et pour revenir au sujet des profils de marque, une marque dirigée par un commercial barra product manager a complètement cet état d'esprit. En plus, il y a des fois où on part d'un centre commercial ouvert et on y apporte de petites modifications. Ce vélo, tu changes l'angle de direction, tu mets d'une patte hood et tu mets un post mount pour un disque plus grand ou des choses comme ça, ou au lieu d'un press fit, tu mets un boîtier de pédalier à vis. De petites modifications où le diamètre pour la tige de sel est l'un et pas l'autre, est-ce qu'ils te font ces modifications à partir d'un open? Et quand on parle d'acide désoxyribonucléique, maintenant on précise. Ce type de marque est clairement dirigé par un profil commercial qui voit un besoin sur le marché
identifie une cible d'utilisateur, voit un prix, il y va. Ici, le design et le développement feront leur travail. Non, ce n'est pas parce que c'est un open mall que ça doit être de moindre qualité. Il y a des open malls de bonne qualité. Et c'est aussi très bien que des marques comme ça existent, parce qu'il y a des gens qui cherchent ce type de vélo à ce prix-là. Et on revient au début du podcast. L'idée, c'est que chacun trouve le produit qui lui permettra de profiter de ses week-ends ou de ses sorties à vélo, peu importe quand. Si ce produit est sur un open mall, c'est génial. C'est super que ce soit comme ça. Il doit y avoir ces marques, elles ont leur public, et ce n'est pas facile pour un chef de produit, à partir d'un open mall, d'arriver à faire un bon produit. C'est aussi un défi. Pour celui à qui c'est destiné. Qui dirige cette marque? Ne pensons pas seulement aux vélos de compétition et au poids minimal. Pensons aussi aux vélos de loisirs et pour enfants. Autrement dit, tous ces vélos se vendent en masse et doivent aussi être présents, ce qui est souvent illogique et spécial. Là, on peut se permettre le luxe de concevoir un vélo d'équilibre en carbone pratiquement pour des bébés, avec ses propres formes et sons. Mais bon, pour commencer, ce vélo, je ne sais pas s'il valait 500 €, il me semble, mais c'est plus commun. Ce vélo a été conçu pour accueillir un robot de Boston Dynamics. Ah, je rigole. Je ne sais pas si tu as vu la vidéo. Oui, je l'ai vu, mais bon. Non, mais je veux juste ajouter une chose. Par exemple, ce que tu dis, les vélos pour enfants sont des vélos très orientés par un commercial. Et c'est logique que ce soit comme ça. S'il y a un petit panier, s'il n'y en a pas, s'il y a les 4 roues amovibles ou non. Ou, bien sûr, là... Au niveau du développement, tu ne peux pas faire grand-chose. C'est-à-dire C'est entre guillemets, et même si c'est cliché, tout est déjà inventé pour un vélo d'enfant. Seul change la couleur, les proportions, les spécifications, le prix. Cent. J'ai encore quelques exemples, je les avais déjà cherchés. Je pense que je vais les mettre par ici, ce sont de ce qu'on peut cataloguer, je crois, comme ce type de vélo. Par exemple, il y aurait Mendiz, qui est une histoire un peu différente, parce qu'il est vrai que Mendiz a beaucoup de traditions. C'est une marque de Vitoria existant depuis de nombreuses années. Mais bon, à un certain moment, elle a pratiquement, voire complètement disparu. Et depuis qu'elle est revenue, eh bien, elle est un peu devenue la rivale de Colware. Avons-nous Mendiz comme autre option? Là, il me vient à l'esprit que si tu n'es pas d'accord avec quelque chose que je dis, tu me le dis sans problème. N'est-ce pas? Mais pendant que tu cherches l'autre exemple, je pense aussi à valoriser ces marques. Très souvent, ces marques sont la porte d'entrée de nouvelles personnes dans notre sport. Et c'est super important pour qu'ils continuent de grandir, de se développer. De même, un débutant en sport se sentira sans doute plus à l'aise avec un vélo Connor, comme celui à l'écran, plutôt qu'avec un Specialized proposé d'emblée. Un discours qui s'adresse à des personnes plus expérimentées, Tu vois? ou d'un niveau plus avancé qu'une seule fois. En soi, tu as un très bon vélo, avec de très bonnes caractéristiques, idéal pour débuter dans le sport, et que ce secteur continue de croître, de se développer. En fait, je vais te donner un exemple avec moi-même. Mon premier vélo tout-terrain était un Connor en aluminium, je m'en souviens parfaitement. Il venait avec toute la transmission, les freins, XT, il était en aluminium, etc., etc. Il y a des années, il m'a déjà coûté 600 €. Le vélo que j'ai offert à mon frère, son premier vélo tout-terrain était un Connor. J'ai aussi eu un vélo avec Connor enfant. Bien sûr, mon premier vélo de compétition, déjà de haut niveau, 26 pouces encore rigide avec des freins en V et tout ça, c'était un Connor. Une WRC 3 dont le modèle haut de gamme coûtait 3 000 € contre 6 000 pour la Specialized et 5 500 pour l'Orbea Alma. Lors de mes stages de mécanique dans le magasin, il y avait les 2 et les 3. Le premier vélo que j'ai offert à mon père pour aller se promener, je ne sais plus quoi, en aluminium. Un Connor, je veux dire, il occupe une place qui est celle que... Je disais, pour beaucoup de gens qui nous écoutent, leur premier vélo a sûrement été un BH California BH. Jusqu'à il n'y a pas si longtemps, j'avais aussi exactement cette approche. Exactement. Maintenant, ici, je vois deux interprétations. Une interprétation orientée vers l'avenir. Et c'est ce genre de marque. Je ne sais pas exactement. Parce qu'au final, leur lutte se joue surtout sur le prix. Je ne sais pas exactement comment ils vont s'en sortir avec toute la concurrence qui va arriver de Chine.
Il est clair qu'ils ont un réseau commercial établi dans chacun des pays où ils opèrent, dans le cas de ces trois-là, en Espagne et ailleurs. Mais si des marques chinoises parviennent vraiment à venir et qu'elles vont se battre beaucoup sur le prix, je ne sais pas quelle autre valeur ajoutée ces marques pourront offrir. Je ne sais pas. Maintenant, ce sera à elles de répondre, mais beaucoup d'entre elles comptent sûrement sur ce que tu viens de dire, avec un réseau commercial assez solide et une forte présence locale. Mais bon, ça c'est sûr à 100%. Et ensuite, comme tu l'as dit, il y a quelques marques. En fait, il y a beaucoup d'exemples de marques nationales qui ont commencé de cette manière avec des moules ouverts. Je pense que Mondraker, Beria en sont des exemples. Je vais maintenant montrer des images de leur début avec ces moules ouverts. Mais à un certain moment, ils prennent de la traction, peuvent donc se permettre de passer à un autre niveau et commencent à développer leurs propres produits. Et ici, il y a une anecdote, un cas assez intéressant. Je ne sais pas si tu en as entendu parler à l'époque du développement conjoint. Par exemple, Beria arrivait avec son modèle Mako, qui était le double suspension classique de Beria. La marque de Villarobledo Albacete, qui était apparemment un moule ouvert. À un moment, ils ont décidé d'en avoir un, car les propriétaires de Beria ont un passé et de nombreux contacts en Suisse. Et ayant des relations avec les gens de la marque Thomus, qui est une marque très présente sur le marché germanophone, Autriche, Suisse, Allemagne. Et eux ayant une marque qui était principalement présente en Espagne, en Amérique latine, un peu en Italie et ailleurs, disons que ce sont deux marchés qui ne se chevauchaient tant pas. Et avec cette amitié, ils ont décidé de faire une association et de développer conjointement ce qui allait être le prochain vélo tout suspendu de cross-country des deux marques. Parce que de cette manière, deux marques qui étaient en toute petite, qui ne pouvaient jusqu'à présent se permettre que d'utiliser des moules ouverts. Elles faisaient un bond en avant et ne se marchaient pas sur les pieds, parce qu'elles étaient sur des marchés différents. C'est ainsi qu'est née la Mako, avec cet amortisseur vertical et tout le reste. Beaucoup de gens l'ont vu. La Thomus qui concourait en Coupe du Monde, c'était exactement le même vélo, mais avec un logo différent de celui de la Beria, qui avait été présenté ici en Espagne. Et ils disaient que c'était un moule ouvert, alors qu'en réalité c'était un développement conjoint. Ce n'est pas la même chose. Ce n'est pas pareil. Je savais que c'était la même plateforme, mais j'ignorais ce développement. Si tu m'avais demandé il y a 10 minutes, j'aurais cru que c'était un moule ouvert. Exactement. Et je pense que les marques, voyons, moi, à ce moment-là, je travaillais pour Beria, et je considérais Beria comme des clients. Je défendais qu'il fallait expliquer cela. Je pense que les marques n'ont pas assez expliqué cela, il aurait fallu mieux le faire. Tu vois, si j'avais fait partie de l'équipe marketing de l'une des marques, est-ce que j'aurais défendu cette proposition? Parce que d'un coup, c'est quelque chose où tu fais un saut très important et très décisif. Dans la courte histoire de ces deux marques, tu pouvais donner la perception de tout le contraire, que tu restais dans la phase de moule ouvert. Ah d'accord, je ne savais pas, l'histoire est intéressante. Eh bien, si tu t'assois pour parler avec José de Beria, il peut te raconter 1001 histoires, et elles sont toutes super intéressantes. Je voulais simplement utiliser cela comme chemin des marques. Contrairement à Connor et Colware, ils l'ont effectivement dit à un moment donné. Je veux monter d'un cran, je veux avoir mon propre développement. Beria l'a utilisé, il s'est aussi appuyé sur Thomus entre les deux. Mais il y en a d'autres, comme par exemple Mondraker, ou comme tu l'as dit il y a longtemps. Je ne sais pas si BH a eu des moules ouverts ou non, mais ce sont des marques qui ont fait un bond en avant en ayant leur propre développement, leur propre identité de marque. Dans le cas de Mondraker, c'est très clair, et BH de plus en plus. Oui, et ensuite aussi ce que tu dis. Ces trois classifications que je me suis faites, d'abord, ne sont jamais des classifications pures. Et ensuite que plus la marque est grande, plus, je crois que tu l'as dit tout à l'heure, ils travaillent de manière plus globale. Alors, oui, à la naissance d'une marque, il est facile de voir qui la dirige. Mais à mesure qu'elle grandit, tous les départements et toutes les personnalités capables de diriger un projet doivent travailler de manière plus symphonique. Quand je suis allé voir Vitor et BH pour la première fois, ils m'ont dit « Voici le bureau ».
de l'ingénieur des vélos tout-terrain, et ici, sur cet ordinateur, travaille celui de route et gravel. Et moi j'étais là genre waouh. J'ai vu des marques qui, en apparence, semblent plus grandes et qui n'ont pas cela, et qui travaillent avec des bureaux d'études externes ou s'appuient sur le fabricant. Et là, à Vitoria, ils ont un gars entièrement dédié. 365 jours par an à réfléchir à comment doivent être les futurs vélos tout-terrain. Totalement, ils regardent et ils testent. C'est que en cross-country, ils sont très sûrs de leur système cinématique et ils n'ont pas succombé à la mode du flex pivot. Et pour prendre cette décision, on voit bien qu'il y a un développeur qui a les idées claires. Et tu parles du split pivot. Évidemment, je parle du split pivot de BH, oui. Et s'il vous plaît, il y en a qu'ils ne cèdent jamais à cette tentation. Je veux dire, c'est l'une des rares marques qui gardent encore des systèmes un peu plus complexes. S'il vous plaît, oui. S'il vous plaît. Bon, et ensuite, Si on parle de cinématique, j'en dirais un peu de mal, juste un peu. ah oui, De la flexion dans les tirants, d'accord, ah non. mauvais titre, je ne vais pas mal parler, mais bon, nous parlerons de la flexion des tirants. Sur ces vélos en particulier, tu veux dire oui. De cross-country, oui. D'accord. Super. Et puis d'un autre côté, nous avons Mondraker, qui bien sûr Mondraker. En réalité, en tant qu'entreprise, elle est née, c'est-à-dire que c'était un distributeur, c'était Team Bike, qui aujourd'hui encore distribue SRAM, beaucoup de grandes marques, mais c'était un distributeur. Alors, à un certain moment, ils ont décidé de créer leur propre vélo. Je me souviens de ce que j'ai dit tout à l'heure, qu'autrefois on voyait deux modèles identiques, avec des marques différentes. Je me souviens de la Mondraker Patrol, il y avait exactement la même massue et exactement le même cadre. L'un peint en bleu Mondraker, l'autre en gris. Je me souviens, tu vois, c'est le cas d'une marque de distributeur avec un focus de leadership complètement commercial. Je ne pense pas qu'à ce moment-là, il y avait beaucoup d'ingénieurs dans la marque déjà. Et pourtant, ensuite, ils ont développé leur propre chose. Aujourd'hui, un cadre Mondraker brut est immédiatement reconnaissable à 100%. Exactement. Totalement. Pour la technologie, l'identité de la marque et les volumes. Et puis, je pense qu'il y a deux autres marques nationales qui essaient en ce moment de faire ce saut. De plus en plus développer leurs propres produits, d'avoir de plus en plus un acide désoxyribonucléique propre, de marque, d'ajouter beaucoup de valeur. Je pense qu'on pourrait parler de Mégamo et on pourrait parler de MMR, qu'en penses-tu ? Oui, bon, MMR ne fait plus ses propres développements depuis un certain temps. Oui. Et Megamo aussi. Oui, tout à fait. J'ai l'impression que le marché s'est devenu très compétitif et très mature et que les gens ont déjà l'œil pour les open malls. Je ne sais pas comment le dire. Alors, les marques, déjà par survie, qui auparavant avaient eu ce focus plus sur le développement, d'un point de vue commercial avec peu de développement propre. Vous voyez que cela ne suffit pas? Donc oui, Megamohom fait dernièrement un pas en avant dans ce sens en développant son propre produit. Alors si tu es deux, qu'as-tu dit? Ils vont dans la direction de la croissance, au final de devenir des marques plus matures, de grandir, et de cette manière, oui. Et si on parle des grandes, est-ce que tu oses te mouiller ? Commence-toi. Je commence, voyons. Regarde, il y en a une que tu as proposée, mais je suis complètement d'accord. Bien que pour marketing, Oui, c'est une entreprise où tu vois que, par exemple, même dans les formes du cadre, ce sont des formes pour imprimer des volumes d'identité, de marque, pas forcément d'optimisation et de performance, par exemple. ouais. Et c'est une façon de développer très axée sur le marketing. Eh bien, ce cas que vous voyez à l'écran en est un, oui, eh bien, Et aussi un marketing en plus très concret et très centré sur ce qui serait l'héritage de la marque. Ce n'est pas toujours quand une Bianchi sort qu'un Pantani apparaît, tôt ou tard, je ne veux pas dire la couleur, aussi, ce bleu ciel, celle-ci même, ce bleu qui a été montré à l'écran, oui.
Je ne sais pas jusqu'à quel point ces volumes ont été développés. Et maintenant, quelqu'un de Bianchi va me détester, mais je ne sais pas jusqu'à quel point. C'est un exercice d'optimisation, et plus encore, comme par exemple une marque, des marques, quand une marque automobile essaie de concevoir un vélo. On remarque vraiment que c'est fait par le marketing parce que c'est fait à partir d'un discours communicatif, pas pour répondre à des besoins réels ou à l'optimisation d'un certain type de pratique. C'est un vélo concept, non? Comme la voiture concept dans l'automobile, souvent non produite. Pour les vélos, c'est peut-être différent, mais l'idée est similaire. Quelque chose de super réfléchi. On ne peut pas vraiment dire oui. Mais c'est encore pire qu'un vélo concept parce que c'est un exercice purement stylistique, de style. Bien sûr, on parle de l'Italie, mec. Ouais, il existe de bonnes marques italiennes, il ne faut pas que les gens gardent cette idée. Par exemple, ces manivelles qu'on voit sur la photo sont une véritable œuvre d'orfèvrerie. L'esclaviculas. Ce n'est pas italien. Il ne faut pas que je me trompe, mais il me semble qu'elles le sont. Je dirais que oui, mais pas tout de suite, non. Enfin, Peut-être que maintenant dans les commentaires on va me crucifier, non. Que cette marque n'est pas italienne, enfin je ne sais pas. bon, mais voyons voir. Moi, je pense que Bianchi, c'est l'Italie à fond, c'est-à-dire, j'ai vécu en Italie, j'ai eu une copine italienne. Et on pourrait aller dans une rue pavée où elle marchait en talons, tu vois? Eh bien, c'est l'exemple parfait. C'est-à-dire, c'est cette philosophie de l'esthétique du physique, disons, poussée à l'extrême. Mais en version vélo, C'est ça. Mais écoute, regarde, je propose une marque, voyons, de marketing, qui a un focus très marketing, mais d'un point de vue positif. Ce n'est pas une marque de vélo, c'est une marque de vêtements. La marque, c'est Rafaval. C'est une marque qui, si tu regardes l'histoire, est née de gens qui venaient d'agences de marketing. Pour moi, c'est une marque dans l'histoire du cyclisme qui a changé sa conception. Je vais t'expliquer pourquoi, mais d'abord, penses-tu qu'il y aurait autant de femmes dans le cyclisme sinon? Pour ce que Rafa a accompli à son époque, qu'a-t-il fait? Il a opéré un changement de mentalité dans l'industrie du cyclisme, passant de focus racing à focus lifestyle, et une grande partie de ce changement de focus, d'expérience, de vivre le sport. C'est grâce à une marque comme Rafa déjà à l'époque, une marque qui est née du marketing pur et dur. Parce que, évidemment, je comprends qu'ensuite il s'assure d'avoir une certaine qualité, etc., etc. Mais la carte de visite, c'est le cyclisme, ce n'est pas seulement gagner des courses, c'est un style de vie, c'est découvrir de nouveaux paysages, c'est le coffee ride, c'est bien. Beaucoup d'autres éléments ont ensuite explosé dans cette façon de vivre le cyclisme, notamment avec le gravel, largement porté par des marques comme Rafa. c'est-à-dire, Que d'un point de vue marketing, ce n'est pas toujours négatif. On peut améliorer l'expérience du sport, à mon avis, pour intégrer de nouvelles personnes, et je te le dis de façon provocante, sans changement d'orientation qu'a fait Rafa, y aurait-il autant de femmes dans le cyclisme? regarde, tu vas sur le site web et les 4 premières photos sur la page d'accueil sont des femmes, regarde femmes, 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 femmes. On le prend pour acquis, mais il y a encore quelques jours, ce n'était pas du tout normal. Et c'est une bonne chose pour le sport. Bien sûr que oui, très bien. Dis-moi, et Canyon, comment tu la catégorises? Bien, voyons si nous sommes d'accord. Là, oui, oui. Pour moi, Canyon, voyons, c'est que quand les marques grandissent, elles deviennent des marques mondiales. Elles ne sont plus seulement locales, mais à l'origine, c'est du marketing. Bara, modèle économique, ok. C'est-à-dire, Canyon est apparu avec le boom du e-commerce et c'est comme sa grande explosion. C'est vendre des vélos sur Internet. Donc pareil, pas du côté marketing, mais plutôt du côté du modèle économique. C'est là que je la classerais. en fait, regarde maintenant. Ce n'est pas un hasard s'ils sortent des casques, des vêtements, des chaussures. C'est un pur e-commerce. En fait, il n'y a pas d'autre moyen d'acheter une Canyon, même pas dans les points physiques qu'ils ont, si ce n'est via le site web. Oui, Ensuite, d'autres sujets liés à la technologie ou au développement sont arrivés, par exemple. Je me souviens quand ils ont sorti la première cyclocross, ils avaient mis la barre supérieure, voyons si je la retrouve. Ils ont fait la barre supérieure un peu plus haute.
pour que l'épaule du coureur puisse passer quand il doit descendre du vélo. Des choses où tu te dis « Waouh, ça a vraiment du sens, tu sais ?» Côté produit, ils ont été audacieux. Tu te souviens du gravel avec le guidon à double hauteur dont j'ai oublié le nom? Oui, la première Grail, la Grail. La première Grail. Eh bien, ensuite, au niveau du produit, ils ont aussi travaillé, mais bien sûr, si on part du début, comme dit plus tôt, la naissance d'une marque ressemble à la découverte de son jeu. Et bien sûr, Évidemment, elle va évoluer pour ne pas être à la traîne. Mais je me souviens que les premières Canyon étaient à un prix tellement attractif que des gens les achetaient. Ils assemblaient eux-mêmes les composants sur le vélo choisi, ce qui leur coûtait moins cher. eh bien cela s'est aussi produit avec Decathlon, souvent avec les offres qu'ils faisaient, et tout ça. Et je pense qu'après ce moment-là que tu as eu avec Canyon, ils se sont rendus compte qu'ils devaient avoir un marketing plus axé sur l'ingénierie, sur le... Nous développons nos propres vélos et tout ça, et c'est là qu'ils ont commencé à mettre. Il y a eu une époque où ils mettaient des petits chiffres partout sur le cadre, sur les composants, tu vois. Ils ont aussi commencé à donner des noms techniques aux vélos, ce qui a coïncidé avec un véritable développement technique. Première initiative marketing pour affirmer qu'on n'est pas Decathlon, que nous avons des vélos à très bon prix, mais parce que nous supprimons les intermédiaires, pas parce que nos vélos n'ont pas cette valeur ajoutée d'ingénierie. Oui. Et par exemple, je pense que celles-ci, on peut les mettre toutes les trois dans le même groupe, BMC Cannondale et Mondraker, dont nous avons déjà parlé. Même si elles sont grandes, comme tu dis, il est difficile de différencier une zone de l'autre. Mais même si elles sont grandes, je pense qu'elles sont vraiment dirigées par des ingénieurs. Oui. Totalement. On le constate quand une marque comme BMC détient beaucoup de technologies propres, comme l'autodrop. Ceci, C'est-à-dire, c'est une marque dirigée par des ingénieurs, et si elle n'est pas dirigée par des ingénieurs, ils sont un pilier de la marque. Pareil pour BMC, je ne sais pas comment c'est à l'intérieur, mais ils ont sûrement d'excellents chefs de produits qui doivent collaborer avec les ingénieurs. Et tout à fait, tu vois. Nous avons parlé de marques dirigées par le marketing, Bara, Business Plan, et celles-ci sont clairement des marques où le développement en ingénierie a un poids très important. je regarde le nouveau modèle Four-Stroke de cette année. Et waouh, tout en noir avec ce logo en dégradé, dans des couleurs chaudes. Waouh, je viens de m'exciter. Non, elle est vraiment belle. Par exemple, Regarde BMC, avant on parlait de la tendance dans les vélos de cross-country, où toutes sont passées au système de monopivot. Avec la flexion des haubans, BMC continue avec son système de suspension à pivot virtuel avec les deux biellettes. c'est ça. Et tu le vois. Par exemple, un autre détail, les solutions qu'ils ont faites pour l'amortisseur, l'ancrage. Oui, l'ancrage supérieur, C'est... une pièce à part. Cela ne signifie pas que c'est mieux ou pire, il doit y avoir une raison. Mais vois-tu des détails qui montrent que quelqu'un a pris des décisions qui ne sont pas celles habituellement prises sur le marché? Oui. Je ne m'en mêle pas. Que ce montage soit pire ou meilleur, c'est propre, c'est quelqu'un qui dirige. Exactement. Regarde cet exemple chez Cannondale. Par exemple, ce nouveau vélo urbain Flying V, mec, si tu vois ce cadre, tu te dis que ça ne ressemble pas à un vélo urbain, tu vois. Elle est super cool ce vélo. Ou alors, ne parlons même pas de la lefty, tu vois, dans un monde comme aujourd'hui où les gens cherchent la puissance, enfin une sorte d'homogénéité, non. Tout le monde veut soit la fourche RockShox, soit la Fox, le Kashima, ce genre de choses. Et d'un coup, Cannondale est toujours là, fidèle à ses principes. Avec l'histoire de la lefty, tu vois, Oh, le... le thème de la flexion dans le chainstay. Le chainstay, c'est, comment dirais-tu, Danny, en espagnol, le chainstay? La base arrière. La base arrière est un système qui fait fléchir le carbone, mais il fléchit d'une manière qu'aucun autre ne fléchit, à un point précis pour imiter un horsling. Là, je dis beaucoup de paraboles, mais bon. Bon, cette partie finit d'ici que je montre maintenant ceci. La flexion du carbone se fait normalement dans les systèmes flex-pivot. Elle se fait sur le hauban supérieur et ici, il la concentre sur le hauban inférieur en imitant le système du horsling.
comme s'il y avait un roulement ici. Bien sûr. Je ne vais pas revenir sur ce sujet dans cet épisode de podcast, si c'est mieux ou pire, ni entrer dans les détails, mais c'est différent. Les choses sont claires. Il y a quelqu'un qui prend des décisions exactement et qui dit on va dans cette direction. Alors, c'est pour ça que c'est une marque où l'ingénieur ou le développeur ou la personne qui occupe le poste de chef de produit, c'est-à-dire ça peut être un peu abstrait selon les marques, c'est propre à chacune. Et celle-ci, qu'est-ce que tu en dis, l'unité de formation? C'est-à-dire, ici il y a un ingénieur derrière, c'est-à-dire c'est une marque dirigée par le développeur. Mais c'est un ingénieur sans contrôle, c'est-à-dire il n'y a pas de contrepoids. Il n'y a personne des ventes ni du marketing pour lui dire Le passage de roue de ce vélo, j'ai beaucoup regardé ce vélo parce qu'il est très curieux, c'est 2,6, je te dis juste ça. un vélo de cross-country. C'est-à-dire, il y a des gens qui prennent des décisions très personnelles dans cette marque, oui, Oui, très personnel, c'est une marque islandaise peu connue. Je pense que le 2,6 servira aussi pour rouler sur la neige. Mais bon, là vous avez la fourche avec des tiges en fibre de verre qui le permettent. Je ne me souviens plus si c'était... Je crois que c'était jusqu'à 30 mm de flexion. Bon, tu l'as bien prise. non, ce vélo? Oui, oui, aussi, c'est comme si j'en avais gardé une, comme si j'en avais acheté une, donc bon. Mais on voit clairement, regarde le modèle de route, on voit très clairement qu'ici, le gars du produit part en vrille et personne ne l'arrête. Et je trouve ça génial qu'il existe encore des marques. Oui, il faut qu'elles existent, ça, parce qu'il y a des gens qui ont un profil technique, qui veulent comprendre de manière technique ce qu'ils achètent. Cette marque l'explique, ils s'y identifient et le souhaitent. Donc, Sant. Et Anton, tu penses qu'on peut mettre Van Rissel, Scott, Specialized et Trek dans le même panier, vu leur taille et la qualité de leur travail? Mais tu penses qu'on peut les mettre dans le sac de ce qu'on appellerait un product management strict, pur et dur, en pensant à trouver beaucoup dans les ventes, à bien occuper l'espace qu'ils veulent occuper avec chaque modèle, mais sans négliger un minimum d'innovation, un minimum de développement, de différenciation esthétique, etc., etc. ah, c'est que ces marques ne peuvent plus être mises dans le même sac parce qu'elles sont déjà tellement grandes. Pareil pour Van Rissel, comme c'est quelque chose de plus récent, c'est encore à voir. Mais ces trois que tu as nommés, Specialized, Trek et Scott, ce sont vraiment des marques complètes, non? Par exemple, Scott. Quelqu'un aurait-il pu la placer au niveau de BMC et Mondraker, comme une marque dirigée par des ingénieurs? Et en fait, pour moi, c'est plus une question de chef de produit, mais bon, c'est une marque très globale, ils sont déjà là. Ces rôles sont flous, car il est certain qu'à l'intérieur, ils travaillent main dans la main. Mais pourquoi est-ce que je dis Scott? Évidemment, c'est beaucoup de technologie. À cause de la technologie qu'ils ont eue, par exemple l'amortisseur intégré dans le cadre. Il y a sûrement eu un chef de produit qui le voulait et qui est allé l'acheter sur le marché en achetant un brevet. Il l'a acheté au voisin suisse. Exactement. Et ceci est, pour ce cas précis, une façon de penser d'un chef de produit. Très subtil, très subtil. Efficace, mais pas pour les décisions. Oui, et très courageux. Specialized, qui est une marque d'ingénieur, de chef de produit, de communication. C'est tout, c'est une marque globale. Quand elle sort un vélo, c'est sûr que c'en est un. Je te dis que c'est un exercice symphonique entre les départements et qu'il ne pourrait pas en être autrement. C'est aussi ce qui les rend grandes, non? C'est-à-dire être au plus haut niveau dans chacun des aspects du développement. Et cela doit nécessairement avoir une corrélation avec ce qui se passe à l'intérieur. Oui, mais Specialized, par exemple, c'est aussi la marque par excellence du marketing dans le monde du vélo. Mais ils ne peuvent pas se permettre de vendre le moindre gramme de vent parce que c'est la marque la plus scrutée. Quand ils sortent une nouveauté, tout le monde se compare à elle. Récemment, nous étions à Taïwan pour le lancement de la Giant Anthem, et les murs étaient en radeau couvert de notre vélo. Est-ce que cela comparé à ou je ne sais pas? La flexion des haubans de la nouvelle Anthem est de 5 mm contre 4-5 mm pour l'Epic 8. La référence reste présente, je cite Giant, mais d'autres marques disent aussi, comparé à la Tarmac, à l'Epic 8, à la Turbo Levo.
Donc il y a beaucoup de marketing autour de Specialized, mais il y a aussi... Ils doivent être très précis, parce que ça ne peut pas être du vent. Ce marketing doit être réel. Ce n'est pas juste une grande marque. Specialized est un totem parmi les marques actuelles. Donc pareil, cette classification que nous faisions pour naviguer un peu et comprendre quel acide désoxyribonucléique ont les vélos chez des marques comme Specialized, elle devient maintenant beaucoup plus floue. Cette analyse perd son sens. Oui, oui. Ensuite, ce genre de sujet, je ne sais pas s'ils l'ont retiré du catalogue, je ne l'ai plus vu. La Diverge Suspension Travel Rear, la Gravel, la double suspension qu'ils ont sortie, qui apparemment ne s'est pas très bien vendue. En fait, je ne la trouve plus. Oui, nous avons les chiffres. Sur la fourche, Sur la fourche, bon, ce système, il le garde bien sur la Diverge actuelle, mais la STR avait un système. Ah, oui. et ça n'a donc pas bien marché au niveau des ventes. Je veux dire, ce n'est pas parce qu'ils ne l'ont pas poussé au niveau marketing à l'époque, avec des vidéos promotionnelles et tout ça. Ils ont vraiment pris beaucoup de risques, surtout sur le concept. Bien sûr, imagine, je ne sais même pas si je pourrais. Comment expliquer aux gens comment utiliser ce système de divergence? La quantité de développement qu'il doit y avoir. Bien sûr, Parce que, en plus, étant specialized, tu ne peux pas sortir un prototype. Tu dois développer quelque chose de complètement nouveau et le faire pour la production de masse. c'est-à-dire, C'est costaud, hein? Ça doit être dur qu'une petite marque se développe autant sans succès. elle coule, pour être exact, c'est-à-dire, C'est pour ça qu'il y a beaucoup de marketing. Mais avec ce petit détail qu'on vient d'expliquer, ou avec le Brain à son époque, cela montre les capacités de développement et d'ingénierie derrière ces grandes marques. Trek, je crois qu'on peut aussi la mettre là, non? Je la trouve peut-être plus conservatrice. Au moment de lancer des produits, Pour une marque conservatrice, tu viens pourtant de lancer un Gravel à double suspension. Et comme tu es conservatrice, elle a son propre système. C'est l'Isostrat. oui, Ce sont déjà des marques assez importantes pour pouvoir aller parler à RockShox et leur faire fabriquer des suspensions sur mesure pour leur vélo. C'est déjà une autre catégorie. oui, mais le sujet de la double suspension en gravel. On revient un peu à ce que fait Alaouf chez Trek, où tout est super bien mesuré et super clair. On a l'impression que cette double suspension en gravel, c'est comme... Je ne sais pas, comme quelque chose de très personnel, très d'ingénieur, qu'on a permis à quelqu'un de faire, non? Oui. C'est peut-être un ballon d'essai, mais bon, ce genre d'initiative, seules les grandes marques peuvent se le permettre. Et apparemment, ça a pas mal de succès sur ce vélo en fait. Eh bien, ce vélo, à ma connaissance, ils allaient seulement le lancer sur le marché nord-américain. Il n'allait pas sortir en Europe parce qu'ils n'avaient pas confiance en lui. Et maintenant, je ne sais pas pourquoi ça m'est venu, et finalement, ils ont décidé de le sortir en Europe, et il semble que ça marche très bien au niveau des ventes. C'est l'ère du gravel et de l'ultra-distance qui requiert ces vélos plutôt que d'autres, comme la Checkmate plus axée compétition. Ça aide, mais bon. C'est une créature dans le bon sens du terme, dans le sens où l'ingénieur a eu carte blanche pour faire ce qu'il voulait. Ce projet est vraiment bien mené, honnêtement, parce qu'il fait une déclaration très précise à un moment très précis. Et il va droit au cœur de ce que les gens se demandent. Qu'est-ce que le gravel d'une manière qui te fait réfléchir et c'est vraiment bien. C'est-à-dire, j'ai dit une phrase très générale, mais il va vraiment dans le sens de ce que le moment demande dans le discours sur le gravel, sur ce qu'est le gravel, vers où ça va, et il pose une déclaration très claire là, au milieu, qui fait bouger les tendances, fait évoluer les expériences des utilisateurs, fait bouger les choses. Cette Bible est vraiment bien faite. Pour moi, c'est très bien. Bon, en prenant l'exemple clair, celle-ci n'a pas eu assez de temps pour que d'autres marques puissent répercuter ce type, c'est-à-dire puissent répliquer ce lancement de Trek. Mais si on regarde la Super Caliber est sortie et tout de suite après est sortie la World Cup de Specialized avec, bon, je ne sais pas si on peut dire que c'était une copie, mais c'était un concept très similaire. Tout de suite après, la BH. Lynx SLS. Ensuite, nous avons vu la 1.
Donc dans ce sens, Trek est aussi l'une des marques les plus suivies, ou du moins génératrice de tendances. Oui, Trek est une grande et comme Specialized, et donc pour ces grandes marques, les classements qu'on fait n'ont plus vraiment de sens. Il faut regarder cas par cas et les suivre comme des cas uniques, donc, qui font la tendance. Très bien, eh bien je ne sais pas. Antonio, je crois qu'on a fait un tour assez intéressant de tout ce que cela implique de concevoir un vélo. Si tu es d'accord, on va continuer à compter sur toi pour de futurs podcasts. J'ai déjà de nouvelles propositions en tête et voilà. Merci beaucoup de nous avoir apporté tout ce que tu as partagé aujourd'hui. Merci beaucoup à toi. Je suis plus habitué à être derrière un écran que devant un micro, donc voilà. C'est un apprentissage pour moi et j'espère continuer à progresser et à apporter de la valeur au public. Super, et bien voilà. Je vais demander au public, s'il vous plaît, Tapira, d'appuyer sur le bouton s'abonner ou que vous nous regardiez sur Spotify ou sur YouTube, parce que nous commençons ce projet à partir de zéro. Donc plus vous pourrez nous soutenir, mieux ce sera, et laissez absolument tous les commentaires que vous voulez à propos de votre vélo. Que vous soyez d'accord avec nous ou non, sur les marques que nous avons mentionnées et la façon dont nous les avons classées. Et surtout, on se retrouve dans les prochains épisodes. Alors voilà, soyez très heureux, ciao ciao.